Je suis Marina Mestre Zaragoza. Je suis professeure à l'université Jean Moulin Lyon 3 et je travaille sur la littérature, la philosophie et l'histoire des idées en Espagne au siècle d'or. Alors, c'est avec alors je dirais pas de la nostalgie, parce qu'il n'y a pas de nostalgie, mais avec vraiment un grand plaisir que je fais ce ma thèse et moi, avec comment on appelle ça, une collègue d'agrégation. On a passé l'agrégation ensemble il y a quelques années de ça. Donc, ça me fait vraiment très plaisir, Marina, de parler avec toi aujourd'hui de ta thèse. Le plaisir est partagé. Alors, dis-nous pour commencer, quel était le titre de ta thèse, en quelle année tu l'as soutenue, dans quelle université et sous la direction de qui? Alors, le titre de ma thèse, c'était Les enfants de la colère, littérature et anthropologie des passions en Espagne à la Renaissance. J'y tiens beaucoup parce qu'en fait, ce qui est maintenant un sous-titre était au début le vrai titre. Et puis finalement, j'ai trouvé cette expression de Saint-Paul, Les enfants de la colère, qui m'a semblé magnifique et qui en est devenu le titre. Mais c'est vrai qu'il faut quand même l'expliciter. J'ai soutenu en 2004 à l'université qui s'appelle aujourd'hui Sorbonne Université et qui à l'époque était Paris 4, avec Jean-Pierre Etienne et Marie-Claire Zimmermann. J'ai eu la chance d'avoir une double direction. Très bien. Alors, avant que tu nous parles un peu de cette thèse, les enfants de la colère, quels enfants, etc., j'aimerais bien qu'on parle un peu de ton parcours et en particulier, je ne sais pas si c'est l'âge venant ou quoi, mais j'ai des curiosités vraiment très basiques. Pourquoi l'espagnol et pourquoi l'enseignement? Alors, je réponds d'abord à ces questions ou à l'idée de... En fait, oui, tout se tient. Mon parcours est un parcours extrêmement classique. Je suis née en Espagne, mais je dis toujours que a efectos académicos soy francesa. Donc j'ai fait toute ma scolarité au lycée français de Valence et de façon pas du tout prévue, mais il n'y a pas de hasard dans la vie, on le sait maintenant. Je me suis retrouvée en Hippocagne en pensant je dis souvent, mais fui a tomar café y me quedé, en pensant faire une année. Et puis finalement, voilà, j'ai décidé d'en faire une deuxième, puisque ça ne s'était pas trop mal passé, que j'avais beaucoup aimé. Et je me suis retrouvée dans l'internat de l'école normale de Fontenay-Saint-Cloud, sans trop savoir comment, très heureuse et en même temps très, voilà, un peu désarçonnée, parce que c'était pas vraiment prévu, en tout cas pas consciemment. Donc un parcours à la fois tout à fait classique, scolarité française à l'étranger, classe prépa, école normale supérieure avec tout ce que ça comporte. À l'époque, maîtrise DEA, agrégation, contrat doctoral. À l'époque, c'était des allocations couplées. Non, allocations couplées, si, ça s'appelait comme ça. Et une thèse. Donc, vue de l'extérieur, extrêmement traditionnelle, linéaire et attendue. Vue de l'intérieur, rien n'était moins prévu. Je voulais être avocate en Espagne, en tout cas juriste. Et j'ai même fait la moitié de la licenciatura de Derecho pendant quelques années. Je faisais mon année en France et puis je travaillais l'été pour faire les examens en septembre. Donc, ça a été un petit peu délirant jusqu'au moment où la thèse venant, ça n'était plus possible. Pourquoi l'espagnol? Alors là aussi, ça n'était pas prévu et en même temps, rétrospectivement, ça ne pouvait sans doute pas se passer autrement. Je voulais être juriste en Espagne, mais ce qui m'intéressait de ces études en France qui avaient été totalement inattendues et qui s'étaient faites sur le conseil de mon professeur de philosophie en terminale, qui venait d'arriver lui-même de Paris, enfin, voilà. Ce qui m'intéressait de ces études en France, c'était la philosophie que j'avais découvert avec Mhm. émerveillement en littérature. Alors évidemment, j'étais comme nous tous, une petite fille qui lisait beaucoup, mais la philosophie a été vraiment un émerveillement en terminale. Donc, en arrivant en prépa, je me disais de façon assez naïve, je ne viens pas en France faire de l'espagnol, c'est complètement stupide, autant rester le faire en Espagne. Je ferai de la philo si voilà, si je dois rester. C'était sans compter sur la rencontre de Henri Larose,
qui fut donc mon professeur en Hippocagne. Et quand j'ai vu ce petit, très grand monsieur en cours, qui avait quand même, et ça c'est drôle parce que j'ai découvert que ça perturbe beaucoup, pas mal de collègues français hispanistes, leur accent. Ils sont très soucieux de leur accent. Il n'est jamais assez bon. Et moi, je me souviens toujours de ma découverte de ce professeur qui avait quand même un accent francophone assez marqué, mais qui avait une langue d'une richesse comme je ne l'avais jamais entendu en Espagne, je ne l'avais que lu dans mes livres. Je lisais déjà Cervantes à l'époque, c'était déjà un amour. Et quand je l'ai vu en cours, je me suis dit, si je crois que l'espagnol tel qu'il le pratique ici a beaucoup de sens pour moi. Donc, Mm. j'ai fait une cagne en option espagnole. C'était un peu acrobatique parce que j'étais Henri IV et je suivais ses cours à Louis le Grand. Je crois qu'on nous appelait à l'époque les sous-marins de la Rose. Donc, je suis un sous-marin de la Rose. Et voilà, parce qu'en fait, il préparait à Ulm. Donc, Oui. mes copines de prépa préparaient Ulm. Et bah, c'est comme ça que je me suis retrouvée à Fontenay. Un peu sans trop comprendre. Et là, la grosse question s'est posée, est-ce que je continue ou est-ce que je bifurque en philosophie? Et je n'ai pas choisi. En fait, si, j'ai choisi de rester en espagnol tout en gardant cette inquiétude et cette appétence et cet intérêt pour la philosophie. Et donc, j'ai compris que je pouvais, enfin, que je pouvais faire les deux en même temps et que ça n'était pas la peine. J'aurais ressenti le passage en philosophie comme une perte de quelque chose. Donc, bon, je ne dis pas que ça a été simple, mais rétrospectivement, je comprends que ça s'est passé comme ça devait se passer. Donc, pas de regret. Non. Alors, sur ce volet-là, pas de regret. Et je t'ai posé la question aussi tout à l'heure, mais alors l'enseignement, donc comme tu étais avocate, enseignante, pourquoi finalement enseignante? Et est-ce qu'il y a des regrets aussi de ce côté-là? Non, aucun regret. Par contre, l'enseignement n'était pas du tout une vocation a priori. C'est venu parce que j'ai compris que j'étais heureuse en faisant de la recherche. C'est pour ça que j'ai continué jusqu'à la thèse. Et l'appétit est venu en mangeant. J'ai découvert effectivement. Et je dirais que de ce point de vue-là, bon, je pense qu'on continue toujours de s'améliorer et je l'espère jusqu'au bout. Mais oui, oui, ça a été une découverte qui se perfectionne chaque jour, chaque année. On se dit, là, je pourrais faire mieux, je devrais faire mieux, etc. Donc, en fait, non, c'était pas du tout une vocation a priori, mais là aussi, aucun regret, au contraire. Ça m'enrichit et j'en suis très consciente et reconnaissante à mes étudiants. Alors pour ce qui est des, entre guillemets, «des contenus», donc tu as dit: «J'ai fait une maîtrise, un DEA», donc pour Mm, les jeunes gens qui nous écouteront, hein, ça c'est des trucs de dinosaures. En substance, mm. aujourd'hui, ça s'appelle un master 1, un master 2. Et alors, ils portaient sur quoi tes mémoires? Alors, j'en ai fait quatre parce que par contre, j'ai suivi un double cursus en espagnol et en philosophie. Bon, en philosophie, en gros, ils portaient tous les deux sur un texte qui a été une rencontre fondamentale dans ma vie, celle de De Anima et Vita de Vives. Donc, voilà, ça a été, et en maîtrise et en DEA, je me suis confrontée à ce texte qui est écrit en latin, dont les traductions en espagnol n'étaient pas satisfaisantes. Donc voilà, c'est ce rapport qui en fait est devenu très charnel parce que j'ai fini par le traduire, a commencé à ce moment-là. Donc les deux mémoires portent sur ce texte et sur la théorie des passions de Vives. En espagnol, ça a été alors là aussi, il y avait une dualité. Je viens de Valence et ma langue maternelle est le catalan. Alors le valencien, le catalan que l'on parle à Valence. Euh,
que j'ai vécu dans une situation de diglossie depuis le début, puisque maintenant on l'enseigne à l'école, mais à l'époque, on a eu quelques cours à la toute fin, mais vraiment en terminale, en première. Donc pour moi, c'était une langue familiale, la langue maternelle. J'ai toujours lu, mes parents s'en sont beaucoup souciés depuis très tôt. J'ai eu des petits textes, des contes en catalan, mais je n'avais jamais fait d'études en catalan. Pour moi, les langues de culture étaient le français et le castillan. Donc, il y a eu chez moi une volonté de m'approprier d'un point de vue plus intellectuel, plus scientifique, cette langue et cette culture qui, pour moi, était autodidacte Oui. et familiale. Donc, ma maîtrise, donc d'où le module, je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque, mais en licence, il y avait trois grandes parties à Paris 4 à l'époque, dont le catalan. Donc, j'ai pris cette spécialisation en licence et en maîtrise. Ma maîtrise portait sur Joan Ruiz de Corella, qui est un des grands écrivains valenciens, en l'occurrence du XVe siècle, sur sa prose, ses proses mythologiques. C'était super, j'ai vraiment beaucoup aimé et ça m'a permis justement de m'approprier, ne serait-ce qu'un peu, la littérature valencienne du XVe siècle, soi-disant, enfin pas soi-disant, c'est ce que l'on connaît comme le siècle d'or valencien. Et en DEA, j'ai voulu là m'intéresser à une figure, et là pour le coup, il n'était pas valencien mais majorquin, Raymond Lull. Donc j'ai fait un mémoire plus philo, alors là c'était Dieu, le monde et le texte et moi. J'ai carrément traité la notion de Dieu dans la pensée de Raymond Lull. Donc je remercie Marie-Claire Zimmermann qui a toujours été d'une immense compréhension à mon égard, qui m'a laissé faire. Et bon, je m'en suis à peu près sortie et ça a été aussi extrêmement enrichissant. J'ai lu tout Raymond Lull à l'époque et on se demande rétrospectivement comment on a pu faire ça. Mais voilà, c'était effectivement très... Et ça n'est qu'au moment, le moment de la thèse venue, où moi je savais très clairement, c'était très clair pour moi, que je voulais travailler sur le siècle d'or. Et c'est à ce moment-là que pas la bascule, parce que je n'ai jamais complètement quitté le siècle d'or catalan, mais disons qu'une certaine bascule s'est faite. Mm. Alors, justement, à propos de cette bascule, parle-nous un peu de comment tu en es arrivé à ton sujet de thèse. Pourquoi ça et pourquoi sous cet angle-là? Et ben, ça s'est fait un peu, comment dire, je dirais pas par descarte, mais au contraire par agrégation. J'avais d'un côté le domaine catalan, qui m'intéressait à plusieurs égards. J'avais l'intérêt pour la philosophie et cet auteur Vives, qui, au-delà du fait qu'il était valencien, est quand même un grand auteur, Mm. un des grands humanistes espagnols avec une dimension européenne indéniable. Et puis, il y avait un intérêt, voire un amour presque d'enfance pour Don Quichotte et pour la littérature du siècle d'or, qui me fascinait. Alors, je n'ai pas abordé Cervantes à l'époque parce que je pense que j'étais déjà assez occupée à essayer de maîtriser les grands, disons, les grands ensembles, les grands auteurs, les grands textes j'avais décidé d'affronter. Il a fallu attendre mon âge d'air pour que je m'autorise à m'attaquer à Cervantes. Mais en gros, il y avait déjà cette envie de Cervantes, Mm. de ce texte de Don Quichotte que j'avais lu assez jeune. Je n'avais évidemment pas compris, mais en tout cas, j'avais suffisamment compris pour ça. Il m'accompagne depuis, véritablement. Donc voilà, il y avait ces trois amours, ces trois désirs euh, personnels qui m'interpellaient personnellement et auxquels je ne voulais pas renoncer. Donc ça s'est fait un peu par cette volonté tout d'abord, ce désir. Le désir, je pense que c'est absolument fondamental et dans la vie et dans notre travail et dans la recherche. Moi, je crois que c'est voilà, sans doute le premier niveau, le premier échelon.
Mais ça n'était pas que subjectif ou quelque chose qui sortait Ouais, de mes tripes. Il y avait aussi une interrogation, euh, une perplexité intellectuelle. Moi qui m'intéressais à la littérature du siècle d'or et à la philosophie, je n'arrivais pas à, enfin, où j'étais très mal à l'aise avec cette espèce de doxa qui était installée et qui voulait qu'il n'y avait pas de philosophie en Espagne et que si jamais il y en avait, elle se jouait dans la littérature. Et ouais. ça, pour moi, c'est un scrupule au sens étymologique du terme. Ça me dérangeait et je ne savais pas très bien quoi en faire. J'étais, voilà, donc ça me chiffonnait. Et c'est vraiment une question qui m'a beaucoup accompagnée à l'époque, avec laquelle maintenant je suis un peu plus à l'aise, mais qui était je pense aussi enfin, à la base de cette thèse. Et enfin, sans doute quand même un troisième élément qui a été très important, c'est que alors même que j'avais travaillé ces différents auteurs en fonction des différentes perspectives académiques, la philo, le catalan, l'espagnol, la littérature du siècle d'or. Évidemment, j'avais des cours, notamment avec Jean-Pierre Etienne, des cours magnifiques. Puis à l'agrégation, tu te souviens, on avait eu Gongola. Mm. Euh, j'ai vu se mettre en place un système d'écho. Ouais. Euh, Ces textes se répondaient. Alors à l'époque, c'était assez indéterminé, mais je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui circulait. Oui. Donc, c'est un corpus qui s'est mis en place de façon un peu expérimentale, grâce à des lectures quand même extrêmement proches, qui m'ont montré effectivement que ces textes que personne n'avait jamais lus en regard les uns Tout à des fait. autres établissaient un dialogue qui m'a permis, voilà, d'aboutir à une thèse que je défends encore de nos jours. Et alors, par rapport à ce que tu cherchais au début, parce que quand on commence une thèse, on a éventuellement enfin, on a une préoccupation, tu l'as dit toi-même, hein, j'avais Mm. un désir, et puis ton histoire de scrupule, là, c'est intéressant. On ramenait toujours la philosophie à la littérature, donc peut-être que toi, tu as ramené la littérature à la philosophie, ça, tu le diras. Mais en tout cas, par rapport à ce que tu avais l'impression que tu cherchais au début et au point d'arrivée, est-ce que finalement, tu as bouclé la boucle? Ce que tu voulais démontrer, tu l'as démontré, ou ta thèse, tu l'as trouvée chemin faisant? Ma thèse, je l'ai trouvée chemin faisant au début. Et je pense que la recherche, enfin moi, je la conçois et je la pratique comme ça. Au début, c'est une inquiétude, une intuition. Et ça n'est que chemin faisant. Il faut entendre par chemin la fréquentation extrêmement proche des textes qui nous permet effectivement d'aboutir quelque part. Je sais qu'il y a des surdoués ou des psychopathes, je ne sais pas, je les appelle affectueusement comme ça, mais peut-être plutôt des surdoués qui, avant de commencer, savent où ils veulent arriver. C'est pas mon cas, je suis beaucoup plus laborieuse. Moi, ça vient en bûchant. Donc voilà. Alors, est-ce que je l'ai résolu? Certainement pas. J'imagine qu'on ne résout jamais complètement les choses, mais j'y ai apporté, je ne sais pas si une réponse, mais un début de réponse, une façon de reposer peut-être les choses qui m'apaisent, en quelque sorte, qui m'apaise ou qui me convient ou me convainc intellectuellement. Alors, si tu, pour des néophytes, si tu devais dire, bah, en substance, la thèse de ma thèse, ce que j'ai l'impression d'avoir démontré, c'est quoi? Alors, la thèse de ma thèse, alors peut-être il faudrait commencer par expliciter, plus que je ne l'ai fait tout à l'heure, le fait que le corpus est un corpus extrêmement divers, avec des textes d'un statut rhétorique très divers. Elle commençait par une première partie qui était consacrée à la poésie d'Ausiasmark. La deuxième partie était une partie beaucoup plus théorique et philosophique, consacrée à l'anthropologie philosophique de l'époque, avec le De Anima et Vita de Vives d'un côté et l'Examen de Ingenios de Huerta de San Juan de l'autre. Et la troisième partie était, disons, installée sur la théorie littéraire de Vives, mais surtout le grand texte qui a fait
que tout cela a pris forme, c'est la Filosofía Antigua Poética de Alonso López Pinciano. Ce sont des textes très différents. Un poète, un humaniste qui s'inquiète, qui se préoccupe d'anthropologie, un médecin, Huerta de San Juan, puis à la fin, un médecin qui se pique de poétique et qui écrit ce qu'on a longtemps défini ou en tout cas présenté comme la première poétique aristotélicienne espagnole et qui est bien plus que ça. Mais voilà, donc tout ça pour dire que c'était donc des textes très divergents en termes de genre et de aussi en quelque sorte de finalité, mais qui étaient tous traversés par la question de la nature humaine Mm. et de la façon dont on conçoit l'homme, dont il est composé d'un corps et d'une âme, dont la dualité est douloureuse. C'est ce que pose Ausias Marc dans sa poésie. Puis, dans la deuxième partie, je montrais comment il y a une reformulation de cette anthropologie dualiste, d'abord grâce à Vives, puis grâce à Huarte qui reprend la pensée de Vives et l'amène jusqu'à ses dernières extrémités, pour ainsi dire, et où l'on assiste à en gros, à une intégration du corps et de sa sensibilité dans la façon de concevoir l'homme. Le corps n'est plus un poids, n'est plus une prison qui entrave l'âme, mais au Mm. contraire, il fait partie du composé humain. Il doit être bien sûr ordonné, dans le cas de Vives, moins dans le cas de Huarte, où il détermine complètement les fonctions intellectuelles. Mais en tout cas, il n'est plus question de comprendre l'homme comme une âme rationnelle, un cerveau planté sur un piquet, en gros, dont le corps est une entrave qu'il faut maîtriser, mais au contraire, penser ce corps dans un homme qui en fait est un tout et que l'on ne peut plus concevoir uniquement d'un point de vue rationnel, purement rationnel. À partir de ce moment-là, et c'était le but de la troisième partie, c'est la grande question que pose López Pinciano dans la Philosophia Antigua Poética, la façon de concevoir la littérature et ses effets sur l'homme change complètement. C'est-à-dire qu'on ne conçoit plus la littérature de fiction, et surtout la littérature de fiction qui pose problème depuis Platon et Saint-Augustin. Il ne s'agit plus de l'enrober sous une espèce de vêtement d'exemplarité, plus ou moins sincère. Moi, je pense qu'il est toujours sincère, hein, mais bon, voilà, ça n'est plus un vêtement pour faire passer une leçon qui autrement serait difficilement acceptable, recevable par des hommes qui sont, voilà, qui ont des facultés intellectuelles perturbées par le péché originel, mais on comprend qu'au contraire, cette littérature de fiction, la fiction, est en fait le langage pour s'adresser à un corps dont on ne peut plus éviter, oublier ou mépriser ses passions et ses penchants. Donc, il ne s'agit pas d'oublier la raison. Au contraire, il ne s'agit pas d'oublier la dimension exemplaire de la littérature, mais celle-ci est comprise autrement. Et surtout, la littérature ne se comprend plus comme la littérature de fiction, ne se comprend plus comme un discours qui s'adresse uniquement à la raison, c'est-à-dire on va te montrer ce que tu dois faire ou ce que tu ne dois pas faire. Et bon, si en plus c'est un peu amusant, tant mieux. Mais en gros, ce qui importe, c'est la leçon que j'adresse à ta raison. Mais au contraire, on va s'éclater en lisant ce texte et tu vas voir qu'il va te travailler de l'intérieur et Mm. il va t'amener à autre chose. Mais donc, j'ai vu, enfin, c'est ce que je pense avoir montré, ce que je défends encore aujourd'hui, j'en suis vraiment convaincue, ça m'a paru extrêmement intéressant que cette reformulation anthropologique entraînait une reformulation poétique
dans la façon de concevoir la littérature et ses effets sur l'homme. Et je pense, et c'est à ça que je consacre depuis quelques années mes articles et mes travaux, je pense que cette reformulation explique en grande partie ce que je vais appeler, ça va te faire sourire, le boom de la littérature du siècle d'or au début, à la charnière du XVIe et XVIIe siècle, et en gros la première moitié du XVIIe siècle. Et alors, du coup, est-ce que c'est un anachronisme de parler de poétique des effets? Que tu dis, on va prendre le texte, Non, on va effectivement, s'éclater, etc. ouais. Je me suis posé la question, je pense que c'est en quelque sorte ça, c'est une poétique de la réception, oui, tout à fait. Tout à fait. Et Mais vas-y, oui, vas-y, dis-moi, parce que j'ai une non, autre non, question, mais mais c'est aussi anachronique ou aussi fondamental. Je pense que c'est de cette façon que la pense Platon. Déjà, Platon, ce qui l'intéresse, c'est les effets de la littérature sur le public, en particulier de la tragédie. ouais, bien sûr. Donc oui, si l'on veut. Et alors, en dehors du fait que tu as un contexte et que, évidemment, tous ces gens enfin, se lisent, il y a Mm. une espèce de, comment on appelle ça, de legs, enfin, d'héritage, tu vois, voilà. Mais sinon, est-ce que, là aussi, peut-être c'est un anachronisme, hein, tu excuseras l'ultra-contemporanéiste qui pose la question peut-être de manière maladroite. Est-ce Ah, t'as vu, que, j'ai boum, donc, c'est vrai, donc c'est vrai. Est-ce qu'il y a un maillage intertextuel aussi? C'est pas simplement, tu vois, des idées que tu retrouves, etc. Mais est-ce qu'il y a, je sais pas, des continuités des oui. allusions, des trucs comme ça? Oui. Ah oui, oui, très clairement. Et c'est comme ça que j'ai constitué mon corpus. Alors, mis à part Marc qui arrive avant et qui me servait à poser le problème, pour les autres, il y a une lecture très attentive et une très forte influence. L'examen de ingenios de Huerta de San Juan ne se comprend pas sans le De Anima de Vives. Et D'accord. l'ingenio, tel que le définit Huarte, et l'ingenium de Vives, tel qu'il le définit dans son De Anima. Et par ailleurs, Alonso López Pinciano ne pourrait pas écrire sa philosophie antigua poética sans Huarte. Il ne le cite pas, mais la Primera Epístola, qui est d'ailleurs la plus longue et la plus, disons, philosophique et anthropologique, est une réfutation, non pas de toute l'anthropologie huartienne, mais de la façon dont le système de Huarte coupe l'homme de la transcendance. Mm. Euh, El Pinciano a besoin de rétablir la transcendance pour rétablir un espace de liberté pour que la littérature puisse faire son effet. Dans le système wartien, qui en fait aboutit à un déterminisme, ça n'a pas lieu d'être. Et d'ailleurs, Huarte a une position pas très positive vis-à-vis de la poésie. Donc, il faut que d'abord El Pinciano rétablisse la dimension métaphysique de l'homme que Huarte avait laissée pour un au-delà dont on verra plus tard, pour qu'il puisse installer sa poétique. Et alors, évidemment, il ne le cite à aucun moment. Il faut très bien connaître le texte de Huarte pour voir le dialogue, mais qui est explicite. Quand tu connais bien les deux textes, le dialogue est explicite. Donc oui, 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 il y a un maillage intertextuel évident. Alors maintenant, j'aimerais bien que tu nous parles un peu des gens qui ont une influence pour toi. Alors, tu as parlé de Marie-Claire Zimmermann longuement, tu as parlé de La Rose, etc. Mais est-ce qu'il y a d'autres gens qui, dans ce parcours, alors, de découverte d'un sujet, ou peut-être tout simplement la philosophie, ça peut être de la sphère universitaire ou de la sphère privée dont tu aimerais parler aujourd'hui? Il y a bien sûr Marie-Claire et Henri Larose qui a marqué des générations de cagneux et d'hispanistes. Il y a bien sûr Jean-Pierre Etienne, qui était mon deuxième directeur de thèse, qui m'a accepté en thèse alors que je n'avais pas fait le parcours master, maîtrise et DEA en siècle d'or. Bon, j'avais suivi ses cours bien sûr, il me connaissait, mais voilà, il m'a quand même fait confiance et il m'a accompagnée et je suis heureuse et touchée de dire qu'il m'accompagne toujours. Donc, aussi bien Marie-Claire que Jean-Pierre Etienne, voilà, sont depuis des figures qui m'accompagnent, à qui je dois énormément et auxquelles je suis très reconnaissante, aussi bien d'un point de vue
scientifique, intellectuel que personnel. Ils ont toujours été d'un grand soutien. Et d'ailleurs, avec Marie-Claire Zimmermann, on a entamé un projet qui lui tenait à cœur depuis longtemps et auquel j'ai adhéré avec amour, qui est la traduction de la poésie complète d'Ausiàs Marc en français. Donc, nous avons démarré ça avec une petite équipe de catalanistes dévoués, et voilà, c'est vraiment un bonheur. Donc, je dis, ce sont des personnes qui m'accompagnent depuis et qui me sont vraiment, vraiment chères. Il y a également celui qui a été mon directeur pour mes mémoires de philosophie, mais qui également m'a accompagnée et qui m'accompagne encore aujourd'hui, c'est Pierre-François Moreau. Pierre-François Moreau est arrivé l'année où j'ai intégré Fontenay. Il arrivait lui-même comme professeur de philosophie et il a été vraiment un maître à plein d'égards scientifiquement. C'est un grand spécialiste de Spinoza, mais il est extrêmement érudit et il est polyglotte. Il connaît bien la philosophie. Et à l'époque, il avait lancé avec Maurice Molliot, qui à l'époque était très âgé, mais encore très actif, un groupe de philosophie espagnole qui a réuni plein de gens autour de la table. Il y avait Gabriel Albiac, il y avait Jesús, il y avait Carlos Jesús et Velasco, Rodriguez Velasco, il y avait Carlos Seuch, il y avait moi qui étais toute petite dans un coin, il y avait Eric Beaumatin. Voilà, c'était parti comme ça. Donc il avait cette inquiétude, c'est lui qui m'a parlé de Vives et notamment des passions et qui m'a mise un peu sur ce sujet. Et voilà, c'est quelqu'un qui est extrêmement, extrêmement ouvert, extrêmement généreux, un grand relecteur aussi. Et, je, j'aime l'appeler maître en rigolant, mais je ne rigole qu'à moitié. Et c'est vraiment aussi un exemple et dans une certaine mesure aussi un ami, je pense. Ouais, c'est bien. Et peut-être quelqu'un qui malheureusement par la distance, et puis aussi je n'ai pas travaillé exactement sur ce qui fait de lui une autorité dans l'hispanisme, mais qui m'a beaucoup aidée alors que j'étais en fin de thèse, c'est Marc Witz. Marc Witz qui, à l'époque, enfin, qu'on avait invité pour venir nous présenter son travail dans le cadre de ce groupe de philosophie espagnole qu'on avait lancé à Fontenay à l'époque, et qui m'a invité parler à la Casa de Velázquez. Il lançait à ce moment-là avec Ignacio Arellano ses publications sur modelos de vida en l'Espagne del siglo de oro. Et moi, j'étais vraiment en dernière année de thèse. Je me souviens que j'avais commencé mon intervention un peu tremblante. Il y avait Canavaggio, il y avait lui. Enfin, j'étais toute petite en me disant, je suis très, très émue, très, très heureuse d'être là. Je vous remercie beaucoup. Je suis en phase de terminale de thèse, donc ça les a beaucoup fait rire, mais c'est vraiment comme ça que je le ressentais. À un moment où ça commençait à se mettre en place, mais il y avait encore des résistances. Et le fait de présenter mon travail, une partie de mon travail à cette occasion à la Casa, a été déterminant. Intellectuellement, parce que les Mm. choses se sont déclenchées, et puis aussi, enfin voilà, je me suis sentie accueillie et encouragée par des gens comme Marc, par Jean Canavaggio, qui a été extrêmement gentil à l'époque avec cette générosité qu'on lui connaît et qui nous manque. Donc voilà, Marc et après il a relu ma thèse, il a été pré-rapporteur et il est toujours là quand je le sollicite. Donc voilà, je tenais aussi à le nommer ici parce que il a été plus important qu'il ne le pense, je crois. Écoute, ça lui fera plaisir de l'entendre, je suis sûre. Et je voudrais aussi ajouter l'influence et l'accompagnement qui est arrivé plus tard, mais je voudrais quand même la nommer ici, de Mercedes Blanco, qui a été ma garante d'HDR et qui, à l'époque, déjà, elle était une référence. Donc après, j'ai pu la connaître. Je voudrais quand même la nommer parce que je me suis aussi sentie accompagnée par elle et je lui suis aussi reconnaissante, voilà, elle aussi, d'être toujours là pour moi quand j'ai besoin d'elle.
Alors maintenant, parlons des difficultés que tu as rencontrées. Et j'imagine qu'en dépit Mm. du désir et de la passion dont tu as dit l'importance qu'ils avaient eu pour toi et qu'ils ont pour toi de manière générale, tu as dit dans le travail et dans la vie en général, hein, j'ai bien Mm. entendu. Alors, ces difficultés, de quel ordre elles étaient? Est-ce que elles étaient principalement liées aux spécificités de ton sujet? Ou est-ce que c'était des difficultés générales, par exemple sur l'écriture, où tu as eu du mal à t'y mettre, où tu as eu du mal à terminer? Et le cas échéant, comment tu as surmonté ces difficultés? Peut-être que la première difficulté était d'ordre personnel. Le fait d'accepter cette allocation couplée et de démarrer une thèse était un peu un coup près. Je ne reviendrai pas en Espagne et je ne serai pas juriste en Espagne. Donc ça, il a fallu l'accepter. Ça ne s'est pas fait tout seul. Donc il y a eu ça. Il y a eu également une difficulté heureuse mais qui ne m'a pas facilité les choses d'un point de vue pratique, c'est que mon fils aîné est arrivé très tôt. Il est né voilà, je suis tombée enceinte en première année de thèse et il est né en début de deuxième année de thèse. Je n'ai pas, enfin, je crois que mon congé maternité a dû, enfin, bref, voilà, ça, si j'ai dû avoir un congé maternité de 2 mois, mais j'ai quand même fait mon service, etc. Donc, ça n'a pas été simple de voilà, de faire une thèse avec un tout petit bébé. Et troisièmement, la troisième difficulté était justement de faire une thèse très inattendue, avec un corpus très inattendu, et sur une question qui n'était pas vraiment traitée, ou en tout cas pas comme je l'entendais, dans l'hispanisme. Mmh. Donc, j'ai très longtemps vécu dans l'angoisse du manque de bibliographie spécifique sur ma question. Il n'y en avait pas. Et voilà, donc il y a eu, puis on est tout petit, on démarre, donc je dirais que ça m'a beaucoup, beaucoup angoissée pendant longtemps. Et finalement, oui, la difficulté de l'écriture, c'est-à-dire que la difficulté était cette peur de ne pas arriver parce que j'empruntais un chemin vraiment inattendu, de traverse, je ne sais pas, ce qu'on appelle maintenant la pluridisciplinarité, mais elle n'est pas toujours simple à mettre en œuvre. Mais après, une fois que tout a pris, que les choses se sont mises en place, bon, il y a eu la difficulté de l'écriture, il faut se lever tous les matins, il faut écrire, mais là, c'est allé très vite. Donc voilà, je dirais que la vraie difficulté a quand même été de cuajar c'est ce sujet, cette thèse et cette recherche qui sortait vraiment des sentiers battus. Alors, t'as dit, j'étais angoissée pour trouver ma voie. Enfin, effectivement, c'est-à-dire que souvent sur le siècle d'or, vous avez pléthore de bibliographies et c'est Mm. surtout faire entendre une singularité. C'est plus ça le problème. C'est pas comme dans l'ultra contemporain où tu te retrouves, à part quelques Ouais. articles de presse, tout l'appareil critique est à établir. Et du coup, est-ce que tu te décrirais comme j'allais dire une littéraire, comme une doctorante obsessionnelle, c'est-à-dire est-ce que tu y pensais le matin, le midi, le soir quand tu allais faire tes Oui, courses et tout ça? Voilà. oui, oui. Et moi, j'admire beaucoup les doctorants actuellement. Je trouve que je suis pas sûre qu'on fasse que tout soit mieux maintenant qu'avant, mais en tout cas, je pense qu'ils sont mieux formés et il y a quand même ce travail est viscéralement intime, le travail que nous faisons. La recherche, il faut qu'il y ait, voilà, que ça résonne intimement en nous. Mais je trouve que maintenant, on lui donne quand même une dimension professionnelle. Je mets des guillemets parce C'est que vrai? ça a toujours été professionnel, mais on ne nous le disait pas forcément. Donc, on se vivait, nous, plus comme des étudiants attardés, Mmh. un peu passionnés, mais qui presque utilisaient leur intelligence à leurs dépens, alors que nos copains étaient ingénieurs, avocats et gagnaient plein de pognon. Et nous, on était encore étudiants attardés, grosso modo, un peu lunatiques, ou lunaires plutôt. Là, je trouve qu'ils ont une vision un peu plus technique Oui, c'est de vrai. la chose. Et quand ils trouvent le bon... Alors, ça peut ne pas être très bien parce que, comme je dis, je pense qu'une recherche doit être habitée.
par une passion, une inquiétude, quelque chose d'intime. Mais si on arrive à trouver le bon équilibre, je pense que ça leur évite de trop y penser en se levant au petit déjeuner. Je ne suis pas sûre qu'ils arrivent à ne pas y penser. Moi, j'y pensais tout le temps et ça me stressait beaucoup de ne pas y arriver, de ne pas trouver. Et c'est vrai que bah, c'est un peu... enfin, là, je pense qu'il faut, et c'est sans doute ce que j'ai fait, appliquer la morale par provision de Descartes. Tu te retrouves au milieu de la forêt, tu sais pas par où tu vas sortir et puis tu continues, tu finis par trouver la lumière. Mais le temps que ça arrive, ouais, ça n'a pas été simple. Et je pense que c'est ça la grande difficulté de la recherche. C'est d'accepter de ne pas savoir où on va. En fait, dans la vie, c'est pareil, quoi. D'accepter qu'on ne sait pas où on va et on met un pied après l'autre pour de bonnes raisons, mais on ne sait pas forcément où ça nous mène. Tu en as rêvé de ta thèse? J'ai oublié. J'ai mémoire de poisson rouge, moi, pour les trucs. J'en ai rêvé, tu veux dire, Tu sais, comme dans les films où tu te réveilles avec le cauchemar, où t'avais perdu tes pages, ou finalement tu pouvais pas soutenir, ou tu vois, ce type de délire, je ne sais pas. tu te souviens pas. J'aimerais bien te dire non, pas du tout. J'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être que oui, et j'ai oublié. Je sais pas, Caroline. Bon, alors venons-en à la soutenance, parce que ça, probablement que tu as oublié des choses, mais il y en a certaines qui y sont restées. Alors, d'abord, commence par nous dire qui étaient les professeurs qui composaient ton jury. Eh ben, j'avais mes trois figures tutélaires. Alors, on avait des jurys moins étendus que de nos Oui. jours. Il n'y avait que quatre personnes. Donc, mes trois figures tutélaires, mes deux directeurs, Marie-Claire Zimmermann, Jean-Pierre Etienne. Il y avait Pierre-François Moreau, évidemment, pour la partie plus philo. Et il y avait Philippe Berger, qui était professeur à Rouen. À l'époque, il avait été président de l'agrégation. Bah, d'ailleurs, quand on l'a passé, il était Ah, président de l'agrégation. Et donc, voilà, spécialiste du siècle d'or, du livre à Valence au 15e, 16e siècle. Donc, il était là. Je crois qu'à un moment donné, il était question que Marc Witt y soit également, mais ça ne s'est pas fait. Bon, j'avais ces quatre personnes. alors, quel souvenir est-ce que tu gardes de la journée et de la soutenance en particulier? Parce que avant, je disais la soutenance, et il y a des collègues qui me disaient, alors avant, il s'est passé ceci, cela, après, il s'est passé ceci, cela. Donc, du coup, j'étends à quel souvenir gardes-tu de cette journée? J'étais très stressée. Alors, un souvenir extrêmement touché parce que la soutenance a eu lieu au Centre d'études catalanes, qui est un lieu où j'ai fait mes premières armes dans l'enseignement. Donc, je garde un très très bon souvenir. Donc, c'est un lieu emblématique. J'ai écrit une bonne partie de ma thèse dans la bibliothèque du centre. Donc, elle a eu lieu au centre. J'étais très touchée par ça. Et la salle était comble. Il y a eu plein d'amis qui sont venus. Donc, ça, je me suis sentie extrêmement accompagnée, arropada. Donc, très, très, très touchée de ce côté-là. Du point de vue de la soutenance, j'étais dans un état de stress tel que j'en ai un souvenir comme dédoublé, quoi. Je m'entendais parler, mais de l'extérieur, ça n'était pas moi. Je m'en suis apparemment à peu près sortie, mais j'étais là sans être là. C'était un état second de stress. Hmm. Euh, voilà. Donc, pour l'HDR, là, par contre, j'ai passé un bon moment. Je suis rentrée dans la discussion, j'étais là. Pour la thèse, j'étais dans un état second de stress, franchement. Mais ça reste quand même un bon souvenir. Est-ce que tu te souviens si tu as versé une petite larme d'émotion? Non, je crois que j'étais trop stressée pour pleurer. Non, non. Je pleurais, ça, je suis à peu près sûre. Mm. Et alors, est-ce que le lendemain matin, quand tu t'es réveillée, tu t'es Ah, je me dit, suis pas réveillée, je me suis pas endormie. ah d'accord, Donc, je me suis pas réveillée. J'ai fait une nuit blanche. Autant la nuit d'avant, j'ai à peu près dormi. Autant la nuit d'après, il n'y a rien eu à faire. Je pense que c'est la seule fois de ma vie que ça m'est arrivé. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Donc, je me suis levée. Je pense que j'avais cours à 9 heures à Clignancourt et je suis allée faire cours dans un état second. En plus, je me souviens, j'avais des bottes à l'époque avec un joli talon. J'ai mis mes bottes et je suis partie. J'ai traversé Paris pour aller faire cours. Et voilà. Et je pense qu'après, j'ai dû m'évanouir, mais en rentrant à la maison. Mais voilà, je ne me suis pas réveillée.
T'étais sur ton petit nuage. Bon, est-ce Non, que j'étais sur. C'était. t'étais survolté? Hmm. Voilà. Mais enfin, quelques jours après, est-ce qu'il t'est arrivé, tu vois, c'est comme tu disais, moi j'ai été une doctorante obsessionnelle, je crois que moi aussi. Est-ce qu'il t'est arrivé quelques jours après de te dire, ah tiens, il faut que je me mette à ma thèse. Ah non, c'est vrai, je l'ai soutenue. Ou est-ce que vraiment c'était fini, fini, quoi, et puis tu t'étais passé à autre chose? Je pense que j'étais passée à autre chose, que j'avais un enfant petit, et puis très vite, on est rattrapé par le CNU, les trucs, les machins. En général, de façon générale, quand je boucle une chose, je ne regarde pas en arrière. Ouais, Donc, je pense pas. d'accord. Mm. Bon, et alors, toutes ces années après, hein, c'est quelques années après, tu vois, C'est hein, je réduis. beaucoup d'années après. Voilà. Est-ce que tu as l'impression que cette thèse continue à influencer à la... Alors, je ne te parle pas des thématiques, etc., hein, évidemment, bon, à part des gens qui vraiment changent complètement de direction, on est quand même dans le prolongement de ce qu'on a fait. Oui, Donc, est-ce que tu as l'impression que cette thèse continue d'influencer euh, ta façon de faire de la recherche et ton enseignement? oui, absolument, oui. Oui, oui, bien sûr, je pense, et ça, moi, je le dis aux doctorants, moi, j'en étais pas consciente sur le moment, c'est venu après. Au-delà des thématiques et des problématiques, tu te forges une identité d'un point de vue aussi méthodologique Mm. et critique. Donc, oui, oui, j'ai vraiment l'impression d'être construite en tant que chercheuse à ce moment-là, mais aussi en tant qu'enseignante. Je me souviens, je disais tout à l'heure que je suis très reconnaissante à mes étudiants, notamment ces premières années de thèse où j'ai eu la chance de faire cours. Ça a été un APAX, c'était une licence de catalan à Paris 4 qui n'existe plus, je crois, en tant que telle. Et ça a été merveilleux. Je faisais cours sur, pas que, mais notamment sur Ausias Marc, et ça m'a été extrêmement précieux dans ma réflexion, mais aussi dans la façon dont j'ai appris à enseigner. Donc oui, absolument. Mm. C'est Et, vraiment fondateur, une thèse, à tous égards. et alors, comment ça s'enseigne le siècle d'or à des étudiantes aujourd'hui? En leur faisant comprendre que les problématiques sont les mêmes depuis les Grecs, pour ne pas. Moi, j'utilise pas mal, mais c'est spontané, hein, parce que je le vis. Pourquoi ça m'intéresse moi, qui d'ailleurs me suis aussi beaucoup toujours intéressée à la littérature latino-américaine et notamment du boom. Euh, Pourquoi, alors que la littérature contemporaine m'intéresse aussi beaucoup, je suis pas aussi grande que je voudrais, mais en tout cas une lectrice de littérature contemporaine, latino-américaine et espagnole. Pourquoi le siècle d'or m'intéresse? Parce que les questionnements sont les mêmes, les problèmes sont les mêmes. Et la façon de les poser et de les résoudre sont différents. Et moi, ce qui m'a toujours beaucoup intéressée, c'est de comprendre d'où je viens, enfin, d'où l'on vient, quoi. Je trouve que le contemporain, ben, on le comprend mieux quand on lit le sous-texte qui le porte. Donc, et quand j'explique à mes étudiants en licence que le fait qu'ils aillent voir comment ça s'appelle en français, Star Wars, la guerre des étoiles, et qu'ils en sortent tout retournés, ça s'est joué dans le Don Quichotte de Cervantes. Et là, je leur explique quoi, que la bascule dans la façon de concevoir la fiction et la façon dont elle nous travaillait, ça se joue à ce moment-là. Ça se joue chez Cervantes. Et là, ils le voient autrement. Après, il y a bien sûr cette question de la langue, mais jusqu'ici, je n'en ai perdu aucun. Donc, on y arrive. Et alors, vu tous tes centres d'intérêt, donc tu dis littérature latino-américaine, enfin contemporaine, la philosophie, le siècle d'or, etc. Comment est rangée ta bibliothèque? Alors, Mal. il y a le français, le Mal. catalan, le castillan. C'est une espèce de mélange. Tu poses des livres au fur et à mesure où ils arrivent, ou c'est par langue, par siècle? Comment Non, tu... Non. non, c'est pas par langue. C'est alors, disons que j'ai en gros un rayon littérature, un rayon plus histoire, histoire des idées, philosophie,
et un rayon dictionnaire, truc plus théorique, voilà. Et après, non, c'est pas par langue, c'est par siècle. En gros, Ah, il y a ces gros thèmes et après, c'est chronologique. bon. J'ai entendu dire que Bolagno avait une bibliothèque rangée par maison d'édition. J'ai trouvé ça fascinant, ça doit être très esthétique, mais moi, ça ne me parle pas du tout. Ouais. Donc voilà, en gros, c'est ça. C'est le rangement, quand c'est bien rangé, c'est ça. Et alors, attends, parce que le voisinage entre la philosophie et la littérature, il y a des choses, tu te dis, ah non, ça, je vais pas le laisser à la littérature, je le mets à la philosophie. Tu vois, parce que tu disais tout à l'heure mon scrupule, etc., etc. Ou tu tires la couverture de quel côté, en fait, pour les textes qui sont un peu à cheval. Hmm. Peut-être la littérature. Ah, Peut-être la littérature. Je sais pas, je pense à Montaigne, par exemple. tu le mets où, Peut-être lui? plutôt en littérature. De toute façon, je disais ça récemment à un collègue, c'était un peu une boutade, mais plus ça va et plus je ne sais pas si je le pense ou je le ressens, je deviens très aristotélicienne. Je trouve que la littérature, donc la poésie, la fiction, est plus métaphysique que l'histoire et j'ajouterais la philosophie. Donc, pour moi, il n'y a pas une séparation fondamentale. Je ne sais pas si c'est très orthodoxe ce que je vais dire, mais c'est plus dans le discours et dans la façon de poser les problèmes que dans les problèmes qui sont traités à proprement parler. Donc à partir du moment où tu vois les choses comme ça, la distinction n'est pas si tranchée, quoi. Bon, donc tu as réconcilié la philosophie et la littérature. En tout Voilà. cas, moi, je les vis harmonieusement. Bon, parfait. Alors, ça, c'est une question souvent embarrasse les gens. On va voir ce qu'il en est de toi. Mais Donc, tendría que ver l'abanico. Si tu vas m'embarrasser, dis-moi. est-ce que tu as relu ta thèse? Oui, oui, pas pour me dire qu'est bien, mais en vue d'une publication, je n'ai publié pour l'instant qu'une partie, donc il a fallu la reprendre. Et l'autre partie, elle est déjà reprise, elle n'est pas encore sortie, mais j'ai déjà eu l'occasion d'y revenir, oui. Mm. Bon, alors, ça a été douloureux. Non, Est-ce qu'il y a des passages où tu t'es dit, mais enfin, comment j'ai pu écrire ce truc? Et non, d'autres où tu te dis, ah, c'était pas si mal. non, non, j'étais plutôt convaincue malgré le temps qui a passé. Pour ça, je disais, pour moi en tout cas, ça a été extrêmement fondateur comme Ouais. moment. Et même dans l'écriture, bon, il y a des choses maintenant, je ne pense pas, mais c'est vraiment à la marge. C'est par exemple l'interprétation de tel point, l'interprétation de la liberté chez Huarte. Euh, je ne le vois plus tout à fait pareil, donc ça, il faut le reprendre. Mais dans l'écriture, dans la démonstration, dans la façon dont je l'ai construit, non, non, je la défends toujours et je m'y reconnais toujours. Ah voilà, tu n'as pas l'impression que c'est un étranger une Non, étrangère qui a écrit cette chose et d'accord. non, Bon. non, 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 au contraire. Et ça m'impressionne parce que je ne sais pas si aujourd'hui je serais capable d'écrire la même chose, mais j'aimerais bien. Donc, non, non, je m'y reconnais toujours. Alors pour Peut-être encore plus qu'à l'époque. Ah, c'est intéressant ça. Écoute, tu es la première à me dire ça. En général, les gens prennent pas mal de recul en disant ah, je la trouve bien, mais je ne ferai pas comme ça, je changerai tel truc, etc. Donc là, c'est intéressant de dire Mm, ouais, que tu as une espèce de fulgurance de la jeunesse et que tu n'es pas sûr qu'il y ait toujours cette petite chispa, quoi. mm. Oui. Et pour que je comprenne un peu, elle est où physique? Je te parle de la version thèse, hein. Elle est où ta thèse chez toi? Dans ta bibliothèque? Alors, non, elle est au bureau. Elle est au bureau. Elle est à l'école. Je l'ai pas à la maison parce que je m'y suis reportée de temps en temps pour des articles ou des choses comme ça. Donc là, actuellement, elle est sur l'ordinateur et elle est au bureau. Mais je pourrais te la retrouver sans trop de mal. Voilà. En tout cas, elle est pas, tu fais pas partie de ces gens qui l'ont encadrée et qui l'ont mis accrochée au fond de leur bureau, quoi. Enfin, tu vois, Non,
Non, Non, elle est vivante en ce sens que je m'y reporte de temps en temps. voilà. Ouais, Mm. c'est plus sur le contenu que tu il y a pas d'espèce de fétichisme de l'objet thèse, quoi. Ah non, non, c'est un truc relié de 2003. C'était décembre 2003. J'ai dit 2004 tout à l'heure. Non, non, c'était décembre 2003, le 8 décembre 2003. Donc, mais qui tient encore la reliure et il est posé sur une étagère telle quelle. Mm. Alors, quels sont les conseils que tu donnes à de jeunes doctorants? Hmm. Alors, le premier, c'est d'être ambitieux à la hauteur de son désir, justement. Je les encourage beaucoup. On nous demande souvent, notamment dans les auditions, quel sujet de thèse donneriez-vous? Moi, c'est une question que je n'aime pas parce que euh, tu peux orienter, tu peux, voilà, accompagner, mais il me semble que le choix du sujet de thèse est la moitié du travail de thèse. Et moi, je remercie beaucoup mes directeurs. Ça faisait partie de l'angoisse que j'ai pu avoir à l'époque, mais mon sujet, mon corpus, c'est moi qui les ai déterminés. Donc, ça n'a pas été simple, ça a même pu être douloureux, mais je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, tant d'années plus tard, 20 ans plus tard, je m'y reconnais encore. Parce Oui. qu'il y a eu tout un travail voilà, de choix, donc, je n'aime pas donner un sujet de thèse. Je pense que ça fait partie du travail de thèse et que la recherche, en fait, ce que je leur dis souvent, c'est que la recherche est un apprentissage de la liberté et que la liberté n'est pas toujours facile à vivre et à exercer, quoi. Et la recherche, pour moi, c'est vraiment une école de la liberté. Et pas de sujet imposé, mais le conseil est donc de suivre pour choisir ce sujet son désir, son inquiétude profonde, quelque chose qui vraiment les interpelle et résonne en eux intimement. Évidemment, ça va être un travail scientifique, euh, argumentatif, euh, voilà. Mais il faut qu'il soit habité par ce désir et par cette inquiétude. Donc, le premier conseil, c'est d'être ambitieux à la hauteur de son désir. Et le deuxième conseil, et ça, j'y tiens beaucoup, pour leur éviter justement ce que nous avons vécu, c'est que la thèse ne se termine pas par la soutenance, elle se termine par la publication. Tant que la thèse n'est pas publiée, elle n'est pas finie. Ah Donc, oui. ça, c'est c'est le deuxième conseil. Je pense que c'est les deux grands conseils que je donne à mes doctorants. Et voilà. Parce que tu dis la publication parce que tu as l'impression que c'est là que tu achèves véritablement ta thèse, quoi. Ouais, que tu la graves dans le marbre, que tu la présentes à la communauté scientifique et que tu peux passer à autre chose. Même si les problématiques vont t'accompagner, tu vas continuer de développer ça, mais tu te poses vraiment en tant que chercheur. Sinon, il t'arrive la même chose qui nous est arrivé à nous, c'est que, alors, c'est vrai qu'à l'époque, on a eu la chance d'avoir des postes très vite. Mm. Et là, ils ont la malchance de ne pas avoir des postes très vite. Donc parfois, ils enchaînent les postdocs, dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, ils enchaînent les ATER, les pragues, et c'est pas de très bonnes conditions. Mais ouais, voilà, ce que je voulais dire, c'est que nous avons eu un poste très vite, ce qui était génial, mais du coup, toute la machine administrative te tombe dessus. Donc la publication de ta thèse, si tu n'as personne qui te mette un pistolet sur la tempe, eh ben elle attend, elle attend, elle attend, elle attend. Donc, et effectivement, enfin, moi, c'est pas mon cas. Comme je te disais tout à l'heure, je défends encore ce que j'ai écrit, mais peut-être qu'au bout de 10 ans, tu te dis, je suis passée à autre chose, quoi. Mais Donc, oui. la thèse se termine par la publication. Et si tu dois souffrir, eh ben, tu as souffert quand même pour l'écrire, tu souffres encore un petit peu plus, ça va être 6 mois de plus de souffrance. Mais en même temps, c'est encore tout chaud. Oui. Tu termines, tu boucles et tu publies. Si après, tu as des critiques, eh ben, très bien, tu réponds aux critiques et puis voilà. Mais tu as terminé ta thèse et tu l'as mise à disposition. Ah, c'est un conseil intéressant, oui, tu vois. La publication, pour toi, c'est vraiment une fin en soi. Ouais, ouais. D'accord.
Et d'ailleurs, oui, mon doctorant, il a publié un beau volume. Enfin, mon doctorant, mon ancien doctorant, qui maintenant est un jeune docteur, je l'ai poussé à le faire dans la foulée et il en est ravi, quoi. Parce que en plus, lui, c'est un travail extrêmement érudit. C'est le moment, tu es encore dedans, quoi. C'est vraiment le Ouais. moment de le faire. Ouais, ouais, non, non, c'est vraiment un bon conseil. Alors, pour finir, est-ce que tu peux nous ouvrir ta thèse? Alors, ça va être ton fichier, du coup, puisque tu n'as pas la version papier chez toi, et nous lire la première phrase. Alors, s'il y a une citation en exergue, tu peux la lire, mais ça ne te dispensera pas de nous lire ta première phrase à toi, et surtout que tu nous en fasses un commentaire. Rétrospectivement, qu'en penses-tu? Ah, oui. Alors, De ton accroche, de ton attaque. paradoxalement, si nous nous en tenons à l'étymologie du terme passion, du grec pathos, la passion est ce qui nous fait avancer. Et cela est tellement ancré dans nos esprits que la phrase de Hegel, rien de grand ne se fait sans passion, orne des maillots que l'on peut facilement trouver dans le commerce afin de faire savoir au monde que celui qui l'arbore est quelqu'un de passionné. Voilà, Ça- la première phrase, c'est une façon un peu, voilà, d'accroche pour rentrer justement dans la question des passions qui de nos jours sont quelque chose justement de très positif. Je continuais le texte en disant il faut montrer au monde que nous sommes passionnés, soit par le travail, soit par les loisirs. Et ça n'a pas toujours été comme ça, parce que la passion, traditionnellement, ça vient de pathos, pâtir, subir, et donc voilà, ça commence comme ça pour en revenir à tracer cette évolution et poser mon sujet. Alors, qu'est-ce que tu en penses rétrospectivement? Si tu devais réécrire ta thèse, enfin, ou dans la version livre, et cetera, tu commences pareil? Ou tu dis: Je, «Oh non»? oui, je pense que je vais, ouais, ouais, je pense que je pourrais la laisser telle qu'elle. Mm. Ouais, elle est bien, elle est intéressante. C'est l'histoire des maillots et tout, c'est vraiment très, très bien. C'est assez inattendu, ouais, pour une thèse du siècle d'or, mais et puis j'ai dû l'écrire parce que j'ai dû voir quelqu'un passer dans la rue avec un maillot comme ça. Ah ouais. Il n'y a Et pas ben, de, il y a pas il y a pas de de hasard dans la vie. oui. Donc j'ai dû voir passer un mec avec un maillot qui arborait ça. Ouais. Et ben, écoute, je te remercie beaucoup Marina, vraiment, pour cet entretien et puis d'avoir accepté de participer au projet Ma thèse et moi. Merci beaucoup. Écoute, c'est un honneur de rejoindre cette galerie d'hispanistes et de collègues. Et puis, je te remercie de ce chouette moment passé ensemble, Caroline. Oui, merci beaucoup.